Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à l'exponentielle d'une matrice ou d'un endomorphisme. Rappel, en dimension finie, l'espace est complet, c'est un espace de Banach et les normes sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles définissent la même topologie. L de E, lui aussi, est de dimension finie, les endomorphismes sont continus, les normes sont équivalentes, L de E est complet, donc c'est un Banach. Les applications, celle qui a f associe n de f, celle qui a f associe déterminant de f sont continues. Celle qui a n vecteurs associe leur déterminant dans une base est continue aussi. Tout sous-espace de E où L de E est fermé, parce qu'on est en dimension finie. Et si f et g sont des endomorphismes, déterminant de f rond g égale, moins l'identité, pardon, égale déterminant de g rond f moins l'identité. Gl de l'ensemble des automorphismes de E, donc des applications linéaires bijectives, est dense dans L de E, et il est ouvert. Le sous-espace des endomorphismes diagonalisables, lui aussi, est dense dans L de E. En dimension finie avec la norme subordonnée, donc c'est ça, on a cette relation qu'on n'a pas forcément avec une norme qui n'est pas subordonnée. Alors, avec une norme qui est subordonnée, on a ça, ce qui permet d'avoir cette inégalité. Ce qui est faux quand la norme est quelconque. Avec la norme subordonnée, si U est un endomorphisme de norme inférieure à 1, ça, c'est une série qui converge, donc ça nous donne une application linéaire, W. D-U et W sont inversibles, et W est l'inverse de D-U, et sa norme est inférieure ou égale à 1 sur 1 moins norme de U. Donc, en remplaçant U par ID-F, f appartenant à L de E avec cette norme inférieure à 1 implique que f est inversible et que son inverse est égal à ça. Bon, en dimension finie, dans une base, on a vu qu'avec cette norme-là, la subordonnée est définie comme ça, avec celle-là, elle est définie comme ça, avec la norme euclidienne, elle est définie comme ça. Alors ça c'est quoi? Ici vous avez une matrice qui est une matrice hermitienne, qui peut être symétrique si le corps est et R, à ce moment-là, c'est pareil que TA fois A. Et là, ρ, ça veut dire que on prend la plus grande des valeurs propres de cette matrice. D'accord? Il faut bien voir que comme elle est hermitienne ou symétrique, eh bien, elle est diagonalisable. Et dans ce cas-là, où quand la matrice est de cette forme-là, les valeurs propres sont réelles positives. D'accord? De plus, TA bar fois A, ou TA fois A si le corps est R, et A fois TA bar, ou A fois TA si le corps est R, ont même polynôme caractéristique. Donc, les mêmes valeurs propres. E est un K espace vectoriel normé de dimension n supérieure ou égale à 1. On prend une base. N' une norme sur Mn de K. N la norme sur L de E définie par N de F égale N' de F où F est la matrice de F dans la base P. Psi, l'application qui a une matrice, associe l'endomorphisme associé dans E. D'accord? Donc, on a ça. Et donc, de ça, on obtient notamment que c'est une isométrie. On sait aussi que c'est un isomorphisme. Ça a déjà été vu en algèbre. Et puis, grâce à cette isométrie, on a même un homéomorphisme, c'est-à-dire que psi et psi-1 sont continus. Soit Fn, l'ensemble des fonctions de I vers Mn de K, Fe, l'ensemble des fonctions de I vers L de E, à toute fonction phi appartenant à Fn, donc à toute fonction de I vers Mn de K, on associe une fonction de I vers, vers L de F, c'est-à-dire une fonction qui est là-dedans, en faisant psi rond phi. Je prends le schéma, on fait phi d'abord, puis psi, comme ça on arrive bien ici. Bon, ça, c'est une bijection. C'est une bijection évidente. Alors je n'ai pas démontré que c'était une bijection, mais si je prends une application qui va de I vers psi de t, en utilisant psi-1, j'arrive à une application qui va de I vers Mn de K. Bon, l'inverse est évidente. Et puis pour l'injection, il suffit de dire que
si ça c'est toujours égal à psi rond, je sais pas moi, phi prime de t par exemple, ben, comme psi est une bijection, ça veut dire que phi de t est toujours égal à phi prime de t, et donc que phi est égal à phi prime. Donc on a bien affaire à une bijection. Pour tout t appartenant à i, on note phi de t égale a ij, donc bijection je mets évidente. Hein. Et psi de t pour matrice ij de t dans B. Alors, et c'est ce qu'on va démontrer, phi a une limite L0 en T0 appartenant à I, équivaut à chaque AIJ à une limite LIJ0 en T0, équivaut à psi à une limite en T0. Et alors, la limite de phi de T quand T tend vers 0, c'est égal à ça. Et la limite de psi de T quand T tend vers 0 est égale à ça. Voilà. Alors, démonstration. Ça c'est la matrice de ces coefficients-là. Limite de phi de t égale 0, ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, que t moins t0 inférieur ou égal à nu, implique que n' de phi de t moins L0 est inférieur ou égal à epsilon. Les normes étant équivalentes sur le n de k, on prend celle-là, et donc, et puis par ailleurs on pose ça. Donc 1 équivaut à dire que on a ça, le sup, d'accord? Donc ça équivaut à dire qu'elles sont toutes inférieures à epsilon, et donc ça équivaut à dire, ça équivaut à dire que la limite de chaque AIJ c'est LIJ 0, d'accord? Quand t tend vers T0. Voilà, donc c'est bien ce qu'on voulait avoir. La limite de phi de t égale L0, là j'utilise encore l'homéomorphisme. Ça implique que la limite de psi rond phi de t quand t tend vers 0 est égale à ça parce que psi est continu. Et donc la limite de ça, et voilà, donc ça veut dire que psi a bien une limite. Et inversement, si psi a une limite, eh bien ça implique que la limite, j'utilise l'homéomorphisme dans psi moins 1, enfin le fait que psi moins 1 est continu, ça va faire ça, et si je le note comme ça, eh bien ça me donne que la limite de phi de t en T0 est égale à L0, donc tout est démontré. Continuité, même notation que précédemment, phi continu en T0, ça équivaut à chaque AIJ est continu en T0, ce qui équivaut à psi est continu en T0, et donc ça découle, c'est évident, je l'ai mis d'ailleurs, phi continu sur I équivaut à chaque AIJ est continu sur I, équivaut à psi continu sur I. Donc c'est le 1 qu'on va démontrer, phi continu en T0, ça équivaut à, on traduit ça en limite, ça équivaut donc à dire que ça, ce qui équivaut à dire que chaque AIJ est continu en T0. Phi continu en T0, ça implique que la limite de phi de t est égale à phi de T0, on applique psi, et donc ça veut dire que la limite de psi de t va être égale à ça, ce qui fait psi T0, et donc ça implique que psi est continu en T0. Ça, j'utilise le fait que ce truc-là est continu. Hein. Et psi continu en T0, ça implique que ça implique, et là je compose avec psi moins 1, donc ça implique que la limite de phi de t est égale à ça, ce qui fait qu'elle est égale à ça, et donc à phi de T0, et ce qui veut dire que phi est continu en T0, et tout est démontré. Phi qui a t appartenant à i associe phi de t, est dérivable en T0, voilà, définition classique, si on a ça, et alors ce truc-là on le notera plutôt comme ça maintenant. Et si ça a donc une limite, on va noter comme ça, nombre dérivé de phi en T0. Ça équivaut à dire ça. Bon. On a déjà fait ça dans des chapitres d'analyse, je ne reviens pas dessus. Mais là, ce qu'on va dire, c'est que phi est dérivable si et seulement si chaque terme de la matrice AIJ donc, est dérivable en T0. Ça équivaut à dire, avec les notations d'avant, que psi est dérivable en T0. La matrice dérivée, ben, c'est la matrice obtenue en dérivant chaque terme. Psi dérivable en T0 implique qu'il est continu en T0, ça vient de ça. Et phi dérivable sur I équivaut à chaque AIJ est dérivable, équivaut à psi est dérivable, et on a ça. Bon, en fait, on va démontrer que le 1, parce que le reste est immédiat. Ça équivaut à dire ça, d'accord? Mais ça, c'est égal à ça, d'accord? Donc, phi est dérivable en T0, ça équivaut à dire que
chaque truc là a une limite quand θ envers T0, c'est-à-dire que chaque AIJ est dérivable en T0. Et la matrice de la dérivée, c'est la dérivée des termes de la matrice, donc ça fait ça. Phi dérivable en T0 implique, alors phi, oui, ça implique que ça, et donc ça implique que limite de psi de ce truc-là est égale à ça, parce que psi est continu. Mais psi de ça, ça fait psi de phi de t, parce que psi il est linéaire, d'accord? Donc ça fait ça. Donc je vois que si phi est dérivable, à ce moment-là, ça va avoir aussi, ça va être dérivable en T0. Voilà. Et puis on a ça. Et réciproquement, si psi est dérivable en T0, on a ça. Et donc on prend par psi-1 qui lui aussi est linéaire et continu. Et donc ça est linéaire ici. Et donc ça va me donner qu'on a ça, c'est-à-dire que phi est dérivable en T0. Et on a facilement ça. Donc voilà. Psi dérivable en T0, donc phi est aussi dérivable en T0, donc continu en T0, donc psi aussi. Et le 3 est évident. On a aussi, et on peut le retrouver soit à partir de là, soit en le redémontrant directement, c'est que psi est dérivable, si et seulement si, on peut écrire des choses comme ça. Ce qui permet là aussi de vérifier qu'alors, si psi est dérivable en T0, c'est psi en T0. Eh bien, il est continu en T0. Psi de I vers L de E, U de I vers E, soit F qui a T appartenant à I, associe psi de T, ça c'est une application linéaire, un endomorphisme, et je lui applique le vecteur U de T. Il appartient à E. Alors, si psi de t, u de t ont des limites phi0, u0 en t0, alors limite de f de t en t0 va être égale à phi0, endomorphisme auquel j'applique u0. Phi et u continu en t0 implique f continu en t0, et c'est pas phi, c'est psi, pardon. Et psi et u dérivable en t0 implique que f est dérivable en t0 et f' de t0 est égal à psi' de t0. Alors ça, c'est un endomorphisme auquel j'applique ça, plus ça qui est encore un endomorphisme auquel j'applique ça. Psi u dérivable sur i implique que f est dérivable sur i, et donc c'est la même formule, bien sûr. Donc, j'ai toujours ce schéma-là, qui ne va pas trop me servir ici. Psi de t a pour matrice phi de t égale a ij de t, d'accord. U de t donc est égal à ça, où uk est une fonction de i vers k. Bon, phi de t en u de t va être égal à la somme des wi de t ei, où les deux wi de t, c'est les produits matriciels, s'obtiennent comme ça. Dire que la limite, alors limite de u de t existe en t0, elle va être égale à w, ça veut dire que quel que soit k, limite de uk de t en t0 existe égale wk. Et à ce moment-là, la limite, elle est égale à ça, bien sûr. Limite de phi de t, c'est-à-dire de la matrice, c'est la limite de chaque coefficient, donc je l'appelle aij0, on a vu ça tout à l'heure. Et donc la limite de wi de t, en t0, ça va être ça. D'accord, quel que soit i. Donc la limite de psi de t, u de t, eh bien, ça va être ça, c'est-à-dire ça va être la somme pour i égale 1 à n de ces trucs-là fois i. Et ça, c'est quoi exactement? C'est psi 0 que j'applique en w. Voilà. Et donc, c'est gagné. Le 2 est évident, le 3 c'est pour la dérivation, donc c'est ça, psi et u sont dérivables en t0, donc les aij, uj aussi, et donc wi aussi, wi' i t0, je l'ai à partir de ça, je dérive, c'est du produit, d'accord, donc ça me fait ça, et donc j'obtiens que f est dérivable, et que f', oui, alors x, donc j'avais dit, c'est égal à ça. Alors, x est égal à ça, d'accord, et c'est égal donc à ça, et ça tend vers ça, d'accord, avec ça. Donc j'obtiens que f est dérivable et f' de t0 est égal à la somme de ces trucs-là. Je sépare en deux, je prends la somme pour i égale 1 à n de ces trucs-là, plus la somme pour i égale 1 à n de ces trucs-là. Donc ça me fait ça.
D'accord? Et là, je reconnais psi' en T0 auquel j'applique U de T0, et là, psi de T0 auquel j'applique U' de T0. D'où le résultat, et puis du coup, 3 va être évident aussi. Traduction matricielle, bon, en fait, je l'ai fait les deux en même temps, hein. Mais sauf qu'au lieu d'avoir, si vous voulez, psi de t en u de t, bah, j'ai phi de t fois x de t. Voilà, d'accord. Et bien, si phi et x ont des limites, alors g, parce que j'ai appelé g à la place de f, a aussi une limite, d'accord, qui est phi 0. Alors là, cette fois-ci, ça va être multiplié par x0. Hein, parce que ça correspond à la matrice c'est la matrice de psi 0 en U0. Voilà. Et phi et x continu en T0 implique G aussi, et phi et x dérivable en T0 implique G aussi, et on a ça. D'accord? Alors, oui, alors ça pouvait paraître évident au début parce que on multiplie, mais attention, on ne multiplie pas les mêmes choses, hein. Là, c'est une matrice de NN et là, c'est une matrice N1. D'accord? Donc, c'est un peu facile d'appliquer directement les formules des dérivés. Ce n'est pas deux nombres réels, si vous voulez. Voilà. Bon, ben là, je retrouve que j'ai ça, et ça, c'est bien les coordonnées de psi' de T0 en U de T0 plus psi de T0 en U' de T0. Donc tout ça, c'est très logique. Psi 1, psi 2 sont des applications de l'intervalle I de R vers L de E. F, la fonction qui a T fait correspondre psi 2 de T rond psi 1 de T. On est sur des endomorphismes, on obtient un endomorphisme là, hein. Donc ça appartient à L de E. Psi 1, psi 2 de limite psi 1, 0, psi 2, 0 en T0 implique que la limite de f de t est égale à psi 2, 0 rond psi 1, 0. C'est aussi deux matrices, hein. Petit 2, psi 1, psi 2 continu en T0 implique f est continu en T0, et psi 1, psi 2 continu sur I implique f aussi, et si sont dérivables en T0, f est aussi, et on a ça. Démonstration pour x appartenant à E, f de t de x est égal à ça, et ce qui nous fait ça, ou ça. Phi 1 de t, c'est la matrice associée à psi 1 de t, elle est égale à ça. On prend x égale à ça, u de t va être égal à ça, et limite de phi 1 de t en t0, c'est cette matrice-là. Donc chaque AIJ tend vers LIJ, L0 de IJ. Et limite de u de t en t0 va donc être égale à ça. Et ça, c'est psi 1, 0 en x. D'accord? Car psi 1, 0 a pour matrice phi 1, 0. Donc la limite de f de t de x quand t tend vers 0 est égale à ça. Et ça nous fait ça, quel que soit x appartenant à E, ce qui veut dire que limite de f de t en t0 est égale à psi de 0 rond psi 1, 0. Donc c'est facile, il faut juste s'y pencher un petit peu. Petit 2, bah, si les deux sont continus, limite de f de t en t0 va être égale à ça, d'après ce qu'on a vu avant. Et ça nous fait ça, et donc ça veut dire que f est continu en t0. Le 3, c'est évident. Le 4, on suppose psi 1, psi 2 dérivable en T0. Et donc, j'ai ça et U de T qui est égal à ça et dérivable en T0 parce que psi 2 est dérivable en T0. Donc, tous les AIJ sont dérivables en T0. D'accord? Et la dérivée, ça va être U' de T0 qui est égal à ça. Et ça, c'est exactement psi 2, la dérivée de psi 2 en T0 appliquée à x. Et donc G qui à T fait correspondre ça est dérivable en T0 d'après les résultats qu'on a démontrés avant. Et on sait que G' de T0 va être égal à ça. D'accord? Alors ça c'est quoi? C'est exactement psi' 2 de T0 en psi 1 de T0 de x plus psi 2 de T0 en psi' 1 de T0 en x, et donc ça nous fait exactement ça en x, quel que soit x appartenant à E. Alors maintenant, la dérivée de f, c'est ça qu'on étudie, hein. Et ça fait alpha 0 de x, quel que soit x. Et donc ça veut dire que la limite de ça est égale en x, voilà, c'est ça la nuance, est égale à ça, et donc la limite de f de t moins ft0 sur t moins t0 quand t tend vers 0 va être égale à alpha 0 parce que cette égalité est vraie quel que soit x. Donc f est dérivable en t0 et on a bien la formule ici.
Ouf, évidemment, psi 2, psi 1 dérivable sur i implique que f est dérivable sur i et f' de t va être égal à ça. Voilà, c'est évident. La version matricielle, bah, c'est identique avec phi 1, phi 2 de i vers mn de k et g, la fonction qui donne ça. Tout simplement, c'est identique parce que psi 2 de t multiplié par phi 1 de t est la matrice de psi 2 de t rond psi 1 de t. D'accord? Donc le résultat, si vous voulez, ça sera g' de t est égal à phi' 2. Alors là, c'était en t0. Hein, j'aurais pu le dire quand même. Hop, là, c'était t0. Ça sera phi' 2 de t0 multiplié par phi 1 de t0 plus phi 2 de t0 multiplié par phi' 1 de t0. Remarque f un endomorphisme, U une application de I vers E, G qui a T appartenant à I associe f de U de T. Si U est dérivable en T0, alors G est dérivable en T0 et G' de T0 est égal à f en U' de T0. F dérivable sur I implique que G aussi est ça. Bon, en fait, c'est pas dur, hein, on considère ça. C'est une constante, donc dérivable de dérivée nulle. Puis on applique les formules qu'on avait avant. Sauf que ça c'est nul. Et puis que ça fait f, et donc ça fait 2 ça. La deuxième est évidente. Changement de base. Bon, là je raconte que des choses classiques. Hein. Si t appartient à i, la matrice de psi de t, c'est phi de t égale ça, égale à de t dans b0. Et phi 1 de t, oui alors c'est, je l'ai appelé phi 0 effectivement. Et phi 1 de t égale ça, égale b de t dans b1. Soit P la matrice de passage de b0 à b1. On a donc ces formules-là, et si psi est dérivable, si psi est dérivable, donc phi aussi, la matrice de phi c'est la matrice de psi, hein. La matrice de psi' de t est phi'0 de t égale ça dans B0 et phi'1 de t égale ça égale B' de t dans B1 et on a les mêmes formules de passage. Donc démonstration, bien P-1 grâce, on reprend ces formules là qui nous donnent que P-1 de t fois P égale B de t implique ça, d'accord? Et ça, si je l'appelle f de t, j'ai deux façons de le dériver. Donc là, j'utilise le résultat précédent. Et je vois que la dérivée est égale à ça et puis à ça. Et donc finalement, j'obtiens que les deux sont égales, et donc j'ai ça. Et à partir de ça, j'obtiens les deux formules. Psi de i vers L de E, f qui a t associe déterminant de psi de t. Alors, si psi est continu, alors si psi est continu en t0 appartenant à i, alors f est continu en t0. Alors je ne l'ai pas mis, mais évidemment que si psi est continu sur i, f est continu sur i. 2, si psi est dérivable en t0, alors f est dérivable en t0. Et f' de t0, et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écrit ici, c'est déterminant de psi' en t0. Alors, la démonstration, je prends U appartenant à L de E, je sais que cette application est continue, on l'a démontré déjà dans d'autres chapitres de topologie. Ça vient du fait qu'elle est multilinéaire notamment. Psi est continue en T0, et donc grâce à ça, j'obtiens que la composition est continue en T0, et donc ça me donne que f est continue en T0. Maintenant, pour la deuxième, si le T a pour matrice ça, dans une base B0 de T, de E, alors déterminant de psi de T, on sait, c'est déterminé dans B de phi de T, et c'est égal à ça. C'est bien connu ça. Et donc là, je vois que si psi est continu, ça veut dire que tous les AIJ de T sont continus donc en T0, donc
on retrouve le résultat, hein, on retrouve que ça c'est continu, donc on retrouve le 1 qu'on avait démontré autrement, mais comme si est dérivable, les AIJ aussi sont dérivables, et à ce moment-là, f va être aussi dérivable, parce que là-dedans tout est dérivable, et f' de t est égal à la somme, et là je dérive, ça fait a' i sigma i de t. Alors les sigma, donc ce sont les permutations d'endroit n, hein. Et donc, je vois que ça fait déterminant dans B de phi' de t. Et ça, c'est exactement déterminant de psi' de t. Donc, alors là, je l'ai fait en t directement, au lieu de le faire en t0, ben, c'est pareil, hein. Remarquons que si n est une suite de mn de k, donc, dans ces conditions, et que n est une norme quelconque sur mn de k, en supposant ça et ça, la limite limite de n égale a dans mn de k avec ces normes, ça équivaut à dire que l'on a ça, quelle que soit la norme en fait. Idem pour la série, c'est-à-dire si la série est convergente dans mn de k, c'est équivalent à dire que quel que soit ij, cette série-là est convergente dans k. Bon, les normes sont équivalentes, donc on peut choisir n'importe quelle norme, hein. Dire ça pour une norme n ou pour une autre norme, c'est équivalent. Et ça, ça ne dépend pas de la norme. Donc, on va choisir une norme n pour laquelle c'est facile de démontrer ça, et ça sera ainsi démontré pour toutes les normes. Alors, on choisit donc celle-là, toujours la même, hein, et ça nous donne, la traduction c'est ça. Donc, quel que soit epsilon positif, c'est le sup qui est inférieur ou égal à epsilon. Donc, ils sont tous inférieurs ou égaux à epsilon. Donc, ça veut bien dire que, quel que soit ij, aijn tend vers aij. Bon, évidemment, pour l'autre, on remplace la série par une suite, et donc on va avoir le même résultat. Si I est un intervalle de R et que AN est une application qui a été fait correspondre à une matrice à n de t, puis A, une application qui a été fait correspondre à une matrice A de t, eh bien, dire que A n de t converge simplement vers A de t, ça équivaut à dire ça. C'est-à-dire que la convergence est simple pour chaque terme, et puis la convergence uniforme dans Mn de k, ça implique que quel que soit ij, eh bien aij converge uniformément. Alors c'est quand n tend vers plus infini, bien sûr, hein. Donc aijn converge uniformément vers aij. Et on pourrait écrire les résultats identiques avec les séries. Bon, là aussi, on prend la norme n et on fixe t et on applique tout simplement la règle précédente qu'on a vue ici, hein. Et puis ça nous donne directement le résultat. Pour la convergence uniforme, un petit peu plus compliqué, donc on la traduit là et on a bien que c'est quel que soit t appartenant à i. Et dire ça, c'est une égalité, ça équivaut à dire ça, on est habitué, ça équivaut à dire ça quel que soit ij. Donc pour ij fixé, dès que n est supérieur ou égal à n, on a ça. D'accord? Donc ça veut bien dire que aijn tend uniformément, hein, c'est quand n tend vers plus infini, vers aij. Rappelons que si k est égal à r ou c, qui sont complets, mn de k est complet, mn de k, de toute façon il est dimension finie, hein. Donc la convergence normale de série implique la convergence uniforme. Alors, je ne redémontre pas, hein, parce que on ne peut pas tout redémontrer. Pour démontrer ça, il faut passer par Cauchy. On arrive enfin à la définition de l'exponentielle d'un endomorphisme ou d'une matrice. Bon, on a pris notre temps en faisant des tas de rappels peut-être inutiles de topologie. On a cet espace vectoriel, une base, l'homéomorphisme classique psi. On suppose que la norme est matricielle, on dit aussi multiplicative, c'est le cas notamment de la norme subordonnée à ça. Et donc matricielle ou multiplicative, ça veut dire que n de f rongé est inférieur ou égal à n de f fois n de g, ce qui permet d'avoir n de f puissance n qui est inférieur ou égal à n de f à la puissance n. D'accord? Et puis on prend cette norme-là pour les matrices, et donc si c'est un homéomorphisme de
L de E muni de N vers Mn de K muni de N'. Alors l'exponentielle, eh bien, quel que soit f appartenant à L de E, quelle que soit une matrice d'ordre n, ces séries-là sont absolument convergentes et on note comme ça leur somme, qu'on appelle l'exponentielle de f ou de la matrice. Donc on a une fonction exponentielle sur L de E et une fonction exponentielle sur les matrices. Et de plus, si A est égal à psi de f, eh bien j'ai exponentielle A qui est égal à psi de... Autrement dit, exponentielle A est associée à exponentielle f à exponentielle A. Démonstration, j'ai ça parce que la norme est multiplicative, la série réelle converge vers ça, c'est une série réelle, et donc ça c'est absolument convergent, donc convergente parce que l'espace est complet, et de plus, quel que soit n, on a ça qui est égal à A, c'est psi d'un certain U, là je l'appelle pour F, je l'ai appelé U, donc j'aurais pu l'appeler F, d'accord. Et donc, ça nous fait somme de 0 à n de 1 sous facteur UK psi de UK, et donc ça fait ça qui tend vers l'exponentielle U, d'après ce qu'on a vu avant, et donc ce truc-là, ça tend vers psi d'exponentielle U, parce que psi est continu, et que voilà, quoi. Et donc, voilà, psi est continu, donc comme ça tend vers exponentielle de ça, et bien psi de ça va converger vers psi de exponentielle. Donc ça nous dit que ça c'est convergent et que exponentielle A est égal à psi de exponentielle U, d'où on déduit que U égale psi moins 1 d'exponentielle A. Remarque, n norme subordonnée à ça, alors si U appartient à L de E, et bien cette série-là tend simplement vers ça dans E, et la convergence est uniforme sur la boule fermée de centre 0 et de rayon R. De même, on a ça pour les matrices. Alors on le fait d'abord pour les endomorphismes. Donc ça, on exprime la continuité uniforme, puis on dit que la norme est une norme subordonnée, donc on a ça qui est inférieur à epsilon de x, quel que soit x appartenant à E. Donc quel que soit epsilon prime, si on choisit pour x différent de 0, epsilon est égal à epsilon prime sur norme de x, eh bien on va avoir ça. Et comme ça reste vrai pour x égale 0, parce que là ça ferait 0 et là aussi, eh bien on a toujours ça, et donc on a la convergence. De plus, si norme de x est inférieure ou égale à R, qui est un réel positif, ben on a ça qui implique ça, qu'on peut rendre inférieur à epsilon prime en prenant epsilon égale epsilon prime sur R. Donc on a aussi la convergence uniforme sur BF. Voilà, et pour les matrices, on dit qu'on a ça, que S' n de x, alors le x, je ne sais plus, j'ai écrit quelque part tout à l'heure, je ne sais pas où. Donc ça nous fait, pour les matrices, S'' de x est égal à psi de Sn en x, et psi de Sn, il tend vers psi d'exponentielle f, d'accord, et comme psi est continu. Donc ça va tendre vers ça, d'accord, pour tout grand x fixé. Donc c'est une convergence simple. Et pour ça inférieur ou égal à R, en prenant le petit x qui appartient à E, donc c'est la même norme, enfin je les identifie, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que l'on est ça. Alors, tel que si n est supérieur ou égal à ça, je peux l'écrire comme ça, d'accord. Et ça, oui, alors psi est une isométrie, et ça va être inférieur à epsilon parce que Sn de x moins exponentielle f de x, ce qu'on a vu avant, peut être rendu inférieur à epsilon, d'accord. Et donc j'ai ça, quel que soit x inférieur ou égal à R. Donc ça veut bien dire que j'ai la convergence uniforme sur la boule fermée de centre O et de rayon R pour les matrices, comme je l'avais pour les endomorphismes. On a pris une norme multiplicative sur Mn de K et L de E pour définir exponentielle f et exponentielle A. Bon, ça c'était pour la démonstration, mais en fait, comme les normes sont équivalentes en dimension infinie, on a ça et ça, quel que soit f appartenant à L de E, quel que soit A appartenant à Mn de K, et quelle que soit la norme. C'est-à-dire ça, c'est toujours convergent vers ça.
Ça, c'est toujours convergent vers ça. Démonstration, pas démonstration, parce qu'on vient de dire pourquoi. Remarque, la définition d'exponentielle f ne dépend pas de la base choisie. Et si BB' sont deux bases de E, les matrices A' de f dans B sont liées par une relation comme ça. L'exponentielle A est la matrice de l'exponentielle f dans B et exponentielle A', celle de exponentielle f dans B'. Donc je vais avoir ça. D'accord? Ce qui se retrouve aussi en considérant cette somme-là qui est égale en réalité à ça, qui fait ça. Je vous laisse regarder parce que c'est évident. Remarque, si A est une matrice d'ordre n nilpotente, ou si F est un endomorphisme nilpotent, alors il existe P appartenant à une étoile telle que A puissance P est égal à 0, respectivement pour F puissance P, et bien à ce moment-là, je vais évidemment avoir cette somme jusqu'à P, et donc j'aurai ça. Continuité, alors. Pas de n'importe quoi, attention. Hein. Même notation. L'application, il n'y a pas d'x appartenant à E. Hein. C'est U donne U puissance n est continu. A donne A puissance n est continu. Démonstration, je remarque que l'application qui a UV phi qui a UV appartenant à L de E carré donne U rond V appartenant à L de E est bilinéaire, donc continu parce qu'on est en dimension finie. Ensuite, on procède par récurrence. Pour n égale 0 et puissance n égale l'identité. L'application qui a U fait correspondre l'identité est constante, donc continue. Supposons que le résultat soit vrai à l'ordre n. U appartenant à L de E donne U, bah, c'est continu, c'est l'identique. Et U donne U puissance n aussi, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, U donne ça va être continu, parce que U donne ça et U donne ça, elles sont continues. Donc ça, c'est continu. Et f de u, c'est u puissance n, c'est u rond u puissance n, donc c'est phi de h de u. C'est phi rond h de u, d'accord? Quel que soit u. Donc f est égal à phi rond h. Mais comme phi est continu et que h est continu, on obtient que f est continu. Donc le reste, pour l'ordre n puissance n, c'est donc vrai. Donc par le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Voilà. Et puis ici, on a une matrice A, ben, on appelle u égale psi moins 1 de A, toujours le même homéomorphisme. G, c'est l'application qui a A donne A puissance n, donc on fait A donne U donne U puissance n, et U puissance n donne A puissance n, et comme psi moins 1, F et psi sont continus, ben G qui est égal à psi rond F rond psi moins 1 va être continu. Remarque que E est un espace vectoriel normé, dimension n supérieure ou égale à 1, U un endomorphisme de E, X un vecteur propre associé à la valeur propre lambda. U de X est donc égal à lambda X. Alors, exponentielle lambda est une valeur propre de exponentielle U, et X est un vecteur propre associé à exponentielle lambda. Démonstration, exponentielle U est égale à ça, et donc c'est la limite de Sn, où Sn est égal à ça. Sn de X, lui, va être égal à ça, mais par une récurrence facile, k de x est égal à lambda puissance k x, qui fait que Sn de x est égal à somme des lambda k sur factoriel kx, c'est-à-dire à ce réel-là fois x. Mais ce réel-là tend vers exponentielle lambda. Donc en fait, Sn de x tend vers exponentielle lambda x. Mais Sn tend vers exponentielle u dans Ln de n. Et on sait que quand on prend la norme subordonnée à cette norme-là qui est sur E, on a Sn de x qui tend vers exponentielle u de x. Et à ce moment-là, puisque Sn de x tend vers exponentielle lambda x, on obtient que l'on a cette égalité qui prouve que, puisque x est différent de 0, hein, c'est un vecteur propre de u, eh bien, exponentielle lambda est une valeur propre d'exponentielle u associée au vecteur propre x. Donc la norme n, elle a servi uniquement à faire la démonstration. Continuité, on a U qui appartient, on a l'application qui a U appartenant à L de E associe exponentielle U appartenant à L de A. Et A appartenant à Mn de K qui associe exponentielle de A appartenant à Mn de K. Toutes les deux sont continues. Démonstration, on considère une norme matricielle. On a ça justement parce que la norme est matricielle. Et donc si N de U est inférieur ou égal à R, on a donc ça. Et donc cette série
est normalement convergente, donc uniformément convergente sur cette boule, mais comme cette fonction-là est continue, eh bien la limite va être continue sur la boule, quel que soit R positif, donc la fonction est continue. Alors on pourrait refaire la même chose avec les matrices, mais on peut aussi considérer le homéomorphisme qui a eu appartenant à L2 associe sa matrice relativement à une base fixée, et à ce moment-là, on constate que cette fonction, eh bien, si j'appelle U égale psi moins 1 de A, chez 2A, donc exponentielle A, c'est psi d'exponentielle U. Et ça, on l'a déjà vu avant. Et donc c'est psi rond f de U, mais U c'est psi moins 1 de A, et donc ça nous fait ça. Et donc, et ça c'est quel que soit A, donc ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Alors là-dedans, il n'y a que des fonctions continues, parce que psi est un homéomorphisme. On a ces résultats évidents. Alors ici, il faut que U rond V soit égal à V rond U, et ça implique ça. Pareil pour les matrices. Alors exponentielle U, c'est ça plus ça, mais quand si donc ça fait ça plus ça, mais si U est égal à 0 et que N est supérieur ou égal à 1, évidemment UN est égal à 0, donc l'exponentielle du 0, alors il faut bien comprendre que ça c'est le 0 de L2, est égal à l'identicité 2. Le petit 2 c'est identique pour les matrices, on peut reprendre aussi l'homéomorphisme. Alors sinon, c'est celui-là qui est le plus compliqué, c'est de démontrer ça, on considère ça, qu'on développe, alors ça fait ça parce qu'on a ça, hein. Et donc c'est la somme des K, somme des J, de ces trucs-là, parce que j'ai remplacé le J parmi K par factoriel K divisé par factoriel J factoriel K moins J. Donc UN va être égal à ça. Et Vn, lui, il est obtenu en développant ça, donc il est égal à ça. Donc quand je fais Vn moins Un, il va rester que les termes qui, en I plus J, sont supérieurs ou égaux à N plus 1. D'accord? Il va rester ça. Alors si je prends N de Vn moins Un, ça va être inférieur ou égal à la somme des N de tout ça, et donc en utilisant encore le fait que la norme soit matricielle, bah, je vais obtenir ça. Puis là, je refais à l'envers ce que j'ai fait avant avec des endomorphismes. Là, j'ai fait avec des nombres réels, c'est exactement pareil. Donc, c'est égal à ce truc-là, moins ce truc-là. Voilà. Et donc, en fait, ouais, c'est ça. Et donc, ça me fait que la limite de n de Vn moins Un, donc est inférieure ou égale à ça, et bien ça tend vers exponentielle n de u, on est d'accord, hein, puisque c'est exactement, ça c'est un réel maintenant, hein. Ça pareil, hein. Et puis ça c'est exponentielle de n de u plus n de u. Donc en fait, j'obtiens ça, et j'obtiens donc que, puisque ça fait 0, parce que ça, là on est sur les réels, exponentielle de a plus b est égal à exponentielle de a fois exponentielle b. Donc Vn moins Un qui est positive, hein, bien sûr, hein, puisque c'est une norme, hein, la norme est obligée de tendre vers 0. Et donc Vn moins Un tend vers 0 dans L2. Voilà. Mais Vn tend vers exponentielle. Vn, ça tend vers exponentielle. Vers exponentielle U, rond exponentielle V, puisque Vn. Vn, je ne sais plus où c'est, Vn. Où est-ce que je l'ai mis? Vn, c'est ça. Donc ça tend vers exponentielle U, ça tend vers exponentielle V. Donc ça tend bien vers exponentielle U, rond exponentielle V, parce que rond est continu. Plus exactement, l'application qui a fg appartenant à L2E croix L2 associe f rond g appartenant à L2E est continue, car bilinéaire. D'accord? Et par ailleurs, UN, alors UN, lui, c'est ça, lui, il tend vers exponentielle U plus V, exponentielle de U plus V. Et donc, donc c'est gagné, hein, puisque ça tend vers 0, et j'obtiens que, donc ça, exponentielle U, rond exponentielle V moins exponentielle U plus V est égal à 0. Voilà. Et donc, exponentielle U plus V est égal à exponentielle U, rond exponentielle V. Alors, exponentielle du U plus V, c'est aussi exponentielle V plus U, bien sûr. Et ça, d'après ce que je viens de démontrer, c'est exponentielle V rond exponentielle U. Donc, on a bien cette égalité. Voilà. Alors, pour les matrices, on pourrait refaire comme ça. On peut aussi
réutiliser cet homéomorphisme et dire que si A et B sont deux matrices, en considérant les endomorphismes associés, exponentielle A égale psi de exponentielle U, exponentielle B psi de exponentielle B, exponentielle A plus B psi de exponentielle plus V, qui nous fait psi de exponentielle U rond exponentielle B. Grâce à l'homéomorphisme, ça fait psi d'exponentielle U fois psi d'exponentielle V, c'est-à-dire exponentielle A multiplié par exponentielle V, et donc c'est gagné. On voit maintenant le cas des matrices diagonalisables et trigonalisables, ou triangularisables. Donc si une matrice est diagonale, alors son exponentielle est comme ça. C'est donc une matrice diagonale. Et si U est un endomorphisme diagonalisable de matrice D dans une base B, ben, exponentielle U aura pour matrice ça, donc diagonale, dans B. Donc il est diagonalisable. Bon, je vous laisse lire par vous-même, il n'y a rien à dire, tellement c'est évident. Et donc exponentielle D est égal à la limite de UP quand P tend vers plus infini, ça fait ça. Et le 2 est évident. Si T est une matrice triangulaire sup de diagonale ça, alors exponentielle T est une matrice triangulaire sup de diagonale ça. Démonstration, on sait que l'ensemble Tn des matrices triangulaires sup de Vn est un sous-espace vectoriel de Mn de K, et que si A, A' sont triangulaires sup de diagonale ça, alors A fois A' est diagonale sup de diagonale ça. C'est facile à démontrer du reste. Et donc, à la suite de ça, par une récurrence facile, on montre que T puissance K, K appartenant à N, est triangulaire supérieur de diagonale lambda 1 puissance K, lambda 2 puissance K, jusqu'à lambda N puissance K. Donc, si je prends ça, on est habitué maintenant, et donc diagonale supérieure de diagonale ça. D'accord? J'appelle alors SP sa matrice. Oui, la matrice SP. Bien la matrice SP, elle est égale, j'appelle SIJ, c'est SPIJ, c'est coefficient. Et comme elle est triangulaire supérieure, I supérieur J implique SIJ est égal à 0. Donc quand on passe à la limite pour I supérieur à J, I et J sont fixés, et bien quand P tend vers plus infini, ça fait 0. Donc on va obtenir finalement une matrice triangulaire supérieure. Et pour les autres sur la diagonale, ça va faire ça, limite de ça, d'accord? Et on sait que la limite de SP est égale à exponentielle T, donc exponentielle T triangulaire supérieure de diagonale ça. Corollaire, si F est trigonalisable, F c'est un endomorphisme, dans une base B avec une diagonale comme ça, bah, exponentielle F est trigonalisable dans B. Pourquoi? Parce que exponentielle F, elle a pour matrice exponentielle T. Alors si j'appelle T dans une base, là, la triangularisable, donc T dans une base, et donc elle aura comme diagonale exponentielle lambda 1 jusqu'à exponentielle lambda n, c'est ce qu'on a vu avant. Si f appartient à Gl de E et que G appartient à L de E, exponentielle de f moins 1 rond G rond f est égale à f moins 1 rond exponentielle G rond f, démonstration, P, matrice de f, A, celle de G dans une base B, celle de f moins 1 rond G rond f est évidemment P moins 1 à P, et on a vu que exponentielle de P moins 1 à P est égale à P moins 1 exponentielle de A P, d'accord? Et ça, c'est une matrice, c'est la matrice de f moins 1 exponentielle GF. Donc, c'est terminé. Ça nous dit bien que exponentielle de f moins 1 rond G rond f, c'est f moins 1 rond exponentielle G rond f. Exemple d'un calcul d'exponentielle avec cette matrice, qui au passage est symétrique, donc diagonalisable dans R, son polynôme caractéristique. Alors, en remplaçant L3 par L2 plus L3, on obtient qu'il est égal à ça. Donc je sors le moins lambda ici. Et en remplaçant la colonne 3 par colonne 3 moins colonne 2, j'obtiens ça. Et puis en développant par rapport à ça, j'obtiens ça. C'est-à-dire ça, ça et ça. Donc il y a trois valeurs propres qui sont 0, 1 et 16. Pour 0, j'ai ce système-là à résoudre, je trouve voilà, ce vecteur propre. Alors évidemment,
il y a une affinité, il faut multiplier par lambda pour les avoir tous, hein, c'est des droites. Hein. Les espaces propres, lambda égale 1, je trouve ça, et lambda égale 16, bon je vous laisse vérifier, hein, tout ça. Donc ça fait comme matrice de passage, ça fait 0, 1, 1, 1, 1, moins 1, et 2, moins 1, 1. D'accord? Le déterminant de P, c'est égal à moins 6, c'est pas trop dur à calculer, et P moins 1 est égal à ça, ce qui fait ça. D, bah, D, c'est, les valeurs propres, c'est 1, 0, 1 et 16. C'est ça. C'est P moins 1 à P, donc en A c'est P, D, P moins 1, et exponentielle A, c'est P exponentielle D, P moins 1. Alors ça fait P exponentielle D, bah, exponentielle 0, exponentielle 1, exponentielle 16, fois P moins 1, puis après bah, c'est du calcul. Je vous laisse vérifier. Théorème, j'ai une matrice d'ordre n et un endomorphisme triangularisable de valeur propre lambda jusqu'à lambda n. Alors, déterminant d'exponentielle A est égal à exponentielle de trace de A. Déterminant d'exponentielle f égale exponentielle de trace de f. Si A est un coefficient réel, déterminant d'exponentielle A est strictement positif. Démonstration, j'ai cette formule-là avec t qui est triangulaire. Donc exponentielle A est égal à ça, le déterminant est égal au déterminant d'exponentielle t. Exponentielle t, c'est diagonale, c'est exponentielle lambda 1, exponentielle lambda 2, etc. Donc on les multiplie, ça fait ça. On va avoir le déterminant. Et donc ça fait exponentielle de lambda 1 plus lambda 2 jusqu'à lambda n. Et ça, c'est la trace de D, qui est aussi la trace de A. Hein, quand on change de base, quand on fait une formule de changement de base, ça ne change pas la trace. Donc ça fait exponentielle de trace de A. A, la matrice, alors GF, un endomorphisme, A, la matrice de F dans B. Déterminant de exponentielle F, c'est déterminant d'exponentielle A, puisque exponentielle A est la matrice de exponentielle F dans B. Donc ça va faire exponentielle de trace de A, ce qui fait exponentielle de trace de F, parce qu'on sait justement, c'est ce que j'ai dit avant, que trace de F, c'est indépendant de la base. Donc si dans une base, la matrice c'est A, bah, ça fait trace de A. Petit 3, la matrice à coefficient réel, sa trace c'est la somme des AKK, hein, je rajoute les coefficients de la diagonale, et donc ça appartient à R, car les AIJ appartiennent tous à R. Donc, l'exponentielle de la trace de A, eh bien, va être positif. Bah oui, puisque c'est exponentielle d'un nombre réel. Notez bien que ce résultat, il est donc vrai si A appartient à Mn de C, mais que les coefficients de la diagonale sont tous des nombres réels. Voilà. Ou encore, il est vrai à chaque fois que une matrice de Mn de C a une trace qui est un nombre réel. Voilà. Remarque que quelle que soit une matrice A, quel que soit un endomorphisme U, exponentielle TA égale transposée d'exponentielle A, exponentielle transposée de F égale transposée d'exponentielle F. Considère Sn égale somme de 0 à n des Fk sur factoriel K. Donc la transposée va être égale à ça. Et T de Fk, c'est ça. D'accord. Bon, ça, c'est des résultats d'algèbre. Hein. Ça vient du fait que transposée de A fois B est égal à transposée de B multiplié par transposée de A. Voilà. Ou encore que transposée de F rongé est égal à transposée de F rond, transposée de F rongé égale transposée de G, pardon, rond transposée de F. Bon, bref, ça fait ça, ça tend vers exponentielle TF, mais Sn tend vers exponentielle F. Et ça, c'est linéaire, donc continu, car de dimension finie. Donc Tsn tend vers T exponentielle F. Donc T exponentielle F est égal à exponentielle TF. Voilà, égalité des limites. Si moins 1 de A est toujours le même homéomorphisme, est égal à F. Donc A égale psi de F, TA égale psi de TF. Bon, ça c'était évident, hein, si A est la matrice de F, TA est la matrice de TF, résultat d'algèbre. Donc, exponentielle de TA égale psi d'exponentielle de TF égale psi de T exponentielle F égale T exponentielle A, puisque on a ça. Théorème, n et n' de normes multiplicatives sur L de E, Mn de K
sur E et Mn de K, donc ça veut dire ça, hein, multiplicative ou matricielle. A une matrice, F un endomorphisme, alors N'A est inférieur ou égal à exponentielle, ben c'est pas ça, hein, c'est N' d'exponentielle A, pardon, est inférieur ou égal à exponentielle d'N' de A, et N d'exponentielle F est inférieur ou égal à exponentielle de N de F. Démonstration, ça a déjà été en partie fait dans une démonstration précédente, mais je la refais. On a ça, donc N' de Sn est inférieur ou égal à ça, qui est égal à ça, qui est inférieur ou égal à ça. Donc ça, c'est parce que les normes sont multiplicatifs, hein, d'accord? Et ce truc-là, ça tend évidemment vers exponentielle de N'A. Mais Sn, lui, tend vers exponentielle A. Et donc, comme la norme N' est continue, N' de Sn tend vers N' d'exponentielle A. Donc ça tend vers N' de exponentielle A. Ça, et c'est inférieur à quelque chose qui tend vers exponentielle de N' de A. Donc, on a bien ce résultat. Alors maintenant, pour F, si de F est égal à A, donc N de F est égal à N de N' de A, pardon. C'est égal à N' de A. Donc N de F égale aussi N' d'exponentielle A, qui est inférieur ou égal à exponentielle de N' de A, qui est égal à exponentielle de N de psi, je me suis planté, non, qui est égal à exponentielle de N de F, puisque N' de A est égal à N de F. C'est bon. Théorème. Bon, il est tôt là ce matin et je ne suis pas réveillé en fait. Psi de théorème. Donc j'ai ça, et il existe alors, ça c'est important, un polynôme de k de x, tel qu'exponentielle f égale p de f, et si p appartient à k de x, l'exponentielle a égale p de a équivaut à exponentielle f égale p de f. Donc il va exister aussi un polynôme, le même d'ailleurs, hein, permettra d'avoir exponentielle a égale p de a. Démonstration, on considère l'ensemble des P de F où P appartient à K de X, c'est un sous-espace vectoriel évident de L de E, donc il est fermé parce que L de E est de dimension finie, Sn de F, toujours la même chose, appartient à E évidemment, et parce que là le polynôme P c'est somme de 0 à n de x puissance k sur factoriel k, et Sn de F tend vers exponentielle F, E est fermé. E est fermé, donc exponentielle f va appartenir à E. Voilà. Puisqu'on a une suite d'éléments de E qui est convergente, elle converge dans E. Donc ça appartient à E. Donc il existe P appartenant à K de X, tel qu'exponentielle f égale P de f. Donc le deuxième, dire A égale psi de f, ça implique qu'exponentielle A est égale à psi de f. Et si P est égal à ça, P de f est égal à ça. Psi de P de f égale somme de 0 à d de ak psi de fk égale somme de 0 à d de ak psi de f à la puissance k égale somme de 0 à d de ak a puissance k égale p de a. Hein, donc psi de P de f est égal à p de a. Donc dire ça équivaut à dire, puisque psi est un homéomorphisme, donc une bijection que psi de EF est égal à psi de P de F, d'accord? Et ça c'est exponentielle A, et ça c'est P de A, donc ça équivaut à dire qu'exponentielle A égale P de A, d'où le résultat. Si lambda appartient à K, alors exponentielle de lambda identité est égale à exponentielle de lambda multiplié par l'identité, et l'exponentielle de lambda in, matrice unité d'ordre n dans Mn de K, c'est égal à exponentielle lambda in. Démonstration, exponentielle lambda in, c'est égal à ça, et lambda id à la puissance n, pas id, id, c'est évidemment lambda puissance n, et les id à la puissance n font toujours id, donc c'est ça, d'accord, et ça fait exponentielle lambda id. In égale psi de d, donc lambda in égale psi de lambda id, donc exponentielle de lambda in égale psi d'exponentielle lambda id, et donc égale à psi de exponentielle lambda id égale exponentielle lambda psi de id égale exponentielle lambda in.
Propriété, U un endomorphisme, A une matrice, l'application F qui a T appartenant à R associé exponentielle TU, donc c'est un endomorphisme, et l'application G qui a T associé exponentielle TA, c'est une matrice, sont continues et dérivables. F' de T est égal à exponentielle TU rond U égale U rond exponentielle TU, et G' de T égale exponentielle TA fois A égale A fois exponentielle TA. F et G sont même C infini, F n de T est égal à exponentielle TU rond U puissance n et ça commute. G n de T est égal à exponentielle TA fois A puissance n et ça commute. D'accord? Commute, pardon. Démonstration. On prend H1 qui a T associe TU, linéaire donc continu, F qui a... Non, H2 qui a F associé exponentielle F, on sait qu'elle est continue. Donc la composée des deux est continue, et donc F est continue. On considère le terme générique de la série qui a pour limite exponentielle TU, donc on peut l'écrire comme ça, et ça c'est de classe C1 tout simplement, parce que ça c'est une constante et que ça c'est dérivable, c'est même de classe C infini. Pour k égale 0, ça vaut 0, et donc la dérivée est nulle, et pour k supérieur ou égal à 1, ça vaut ça. Et je vais prendre sa norme. Alors pour la norme, pour les besoins de la démonstration, je prends une norme multiplicative. Par exemple, la norme associée à la norme sur E. Mais j'en ai pas besoin en réalité. C'est juste pour les besoins de la démonstration. Mais je veux dire, le résultat est vrai quelle que soit la norme. C'est-à-dire que tous ces résultats sont vrais quelle que soit la norme parce que les normes sont équivalentes. D'accord ? Donc je prends ici une norme multiplicative uniquement parce que j'en ai besoin dans la démonstration. Parce que je vais dire que norme de U à la puissance K, c'est inférieur ou égal à N de U à la puissance K. C'est-à-dire, je peux l'écrire comme ça. Et donc ça, je vais même l'écrire comme ça. D'accord ? Et pour T en module inférieur ou égal à R, j'ai N de U'K de T qui va être inférieur ou égal à WK qui est égal à ça. Alors, en fait, c'est factoriel. Hein. N de U. Et donc, la somme des WK, c'est évidemment celle-là. Et donc, ça fait exponentielle de R N de U multiplié par NU. Donc, ça veut dire que cette série-là est normalement et donc uniformément convergente sur moins R, d'accord ? Et comme elle converge, la somme des UN converge en 0, eh bien j'en déduis que l'exponentielle TU, c'est un résultat d'analyse, ça qu'on a déjà vu en étudiant les séries, est dérivable et que sa dérivée est égale à la somme des U'N de T, ce qui va faire ça. D'accord ? Et donc en fait, ça nous fait T U à la puissance K-1, oui, ça nous fait T, oui, voilà, ça nous fait somme de ça, hein, je simplifie, on va voir 1 à l'infini de TU à la puissance K-1 sur factoriel K-1 rond U, d'accord ? Et donc, ça nous fait somme de 0 à l'infini de TU puissance K sur factoriel K rond U, ce qui fait ça. Et donc j'obtiens déjà un premier résultat. Mais comme il existe un polynôme tel que exponentielle TU égale P de U, exponentielle TU rond U va être égal à P de U rond U égale ça. Et ça fait U rond PU et donc égal à U rond exponentielle U. C'est pour expliquer l'égalité. Maintenant pour les matrices, eh bien je prends l'endomorphisme associé. D'accord, et puis j'écris que G de T moins G de T0 sur T moins T0 est égal. Donc là, j'étudie la dérivabilité en T0. Hein. Donc ça fait psi de ça moins psi de ça sur ça, et comme psi est linéaire, ça fait psi de ce truc-là qui tend vers f' de T0. Et comme psi est continu, parce que c'est lié à un homéomorphisme, la limite de ça va être égale à ça. Donc à ça. D'accord. Et ça, c'est exactement ça fois ça, c'est-à-dire exponentielle T0A fois A. D'accord. Et comme exponentielle T0U rond U est égal à U rond exponentielle T rond U, quand on passe aux matrices,
eh bien ça nous donne que l'exponentielle t0a fois 1 est égal à a fois l'exponentielle t0a. Voilà. Donc là, on a démontré que g était dérivable et que sa dérivée était égale à ça. Bon, alors maintenant, pour démontrer qu'elle est classe Cn, c'est par récurrence sur n. Alors pour n égale 0, f 0e c'est f, c'est continu. Et f 0e de t, c'est exponentielle tu rond. C'est exponentielle tu. Mais ça peut s'écrire comme ça. D'accord? Et donc ça donne bien la formule que l'on a là. D'accord? Parce que u puissance 0, c'est l'identité. Idem pour g. Supposons fg de classe Cn et vérifiant les formules qui sont là. Alors, ça, c'est dérivable, ça, c'est dérivable. Donc, on va avoir la dérivée, en fait, d'une composition. D'accord? C'est-à-dire, il va falloir dériver ça. Voilà. Or, non, il va falloir dériver, pardon, fnième c'est ça, il va falloir dériver ça. Donc c'est dérivé de ça, rond ça, plus ça, rond dérivé de ça. En fait, on utilise cette formule-là, qu'on a déjà démontrée. D'accord? Donc, quand je dérive ça, ça me fait exponentielle tu rond u, qui va être rond u puissance n, donc rond u puissance n plus 1, plus ça, rond, la dérivée de ça qui est nulle, donc ça disparaît. Donc, on obtient que ça. Et donc, égal, je reprends le même polynôme que tout à l'heure, et donc ça fait ça, d'accord? Et donc, ça fait ça, et donc ça fait ça. Voilà. Et puis, en plus, c'est continu, parce que ces deux trucs-là sont des fonctions continues. Voilà. On pourrait faire la même chose avec exponentielle ta. Bon, d'accord, elles sont dérivables toutes les deux, donc ça c'est dérivable, et on obtient ça aussi. Alors Gn plus 1 est donc continu, car les deux sont continus. Donc en fait, Fn plus 1, Gn plus 1 sont continus, donc G est de classe c'est n plus 1. Et donc le théorème de récurrence nous dit que le résultat est toujours vrai. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, hein, G était dérivable en T0, quel que soit T0 appartenant à R, donc G évidemment est dérivable sur R. Rappel sur la décomposition de Dundorf. E est un C espace vectoriel de dimension n, U un endomorphisme, alors il existe, alors c'est important, hein, le corps c'est C, il existe un unique couple dn de L de E croix L de E tel que U égale D plus N, D rond N égale N rond D, D est diagonalisable et N nilpotent. Alors, c'est ce qu'on va démontrer, ça a déjà été démontré en algèbre. Grand D égale exponentielle D est diagonalisable. Grand N égale exponentielle D rond exponentielle N moins l'identité. Et nilpotent N rond D égale D rond N et exponentielle U égale D plus N. Si bien que on obtient ici la décomposition de Dundorf parce que, donc de exponentielle U, parce que cette décomposition est unique. Ça, c'est démontré en algèbre. N nilpotent, la démonstration. Donc il existe P tel que n puissance P plus 1 est égal à 0, donc exponentielle n va être la somme de 0 à P des n puissance k sur factoriel k, donc exponentielle n moins l'identité est égal à ça que j'appelle oméga. Et je pose grand N égale D rond oméga. D est diagonalisable, donc D égale exponentielle D est diagonalisable, on l'a déjà démontré. Grand D est égal à la somme de 0 à l'infini des dk sur k factoriel, c'est la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, où Sn est égal à la somme de 0 à n, donc somme partielle, de dk sur k factoriel. Sn rond oméga est donc égal à ça, et ça c'est une somme de termes comme ça. Comme d rond n égale n rond d, dk rond nj va être égal à nj, c'est rond là, dk, et donc Sn rond oméga va être égal à ça, c'est-à-dire à oméga rond Sn. Sn rond oméga, ben, comme Sn tend vers D, ça va tendre vers D rond oméga, on a déjà expliqué pourquoi, et ça tend vers oméga
rondé. Donc l'égalité, donc il y a égalité des limites, et donc on obtient grand D rond oméga égale oméga rond D. Oméga, c'est ça. C'est-à-dire c'est f rond n où f est égal à ça. Voilà. Donc c'est un polynôme de n qui va commuter avec n, si bien que oméga à la puissance p va être égal à f puissance p rond n puissance p, que lui il fait 0, donc f puissance p rond 0, et donc c'est le 0 de L de E. Ce qui veut dire qu'il est nilpotent. Oméga est nilpotent. D rond oméga, on sait qu'il commute avec oméga rond D, donc n puissance p va être égal qui est égal à d rond oméga à la puissance p est égal à d puissance p rond oméga puissance p. Mais comme oméga puissance p vaut 0, c'est toujours la même chose, et donc j'obtiens que n est nilpotent. N rond d est égal à d rond oméga rond d est égal à d rond oméga rond d, c'est-à-dire d rond n, d'accord, puisque grand d rond oméga est égal à oméga rond d. Donc ça nous fait que n rond d est égal à d rond n. Enfin, exponentielle u est égal à exponentielle de d plus n, ce qui fait exponentielle d rond exponentielle n, parce que d rond n est égal à n rond d, et donc exponentielle u égale d, alors est égal à oui, est égal à d rond exponentielle n, que je peux écrire exponentielle n moins identité plus identité, donc ça fait d rond exponentielle n moins identité plus d rond identité qui fait d. Ça, alors ça c'est exponentielle u, c'est donc égal à n plus d. Donc de 1, 2, 3, 4, j'ai donc toutes les conditions pour avoir la décomposition de Nuendorf, et c'est bien d'exponentielle u, et c'est bien L parce qu'il n'y en a qu'une unique. Donc, puisque j'ai trouvé une diagonalisable, une nilpotente qui commute entre elles, et telle que exponentielle u égale la somme des deux, je suis sûr d'avoir la décomposition d'exponentielle u.